ensemble le chapitre 2.3 Histoire. Donc affirmation et mise en œuvre du projet européen depuis 1945, la partie grand 2 enjeux et conflits dans le monde après 1989. Rappelez-vous, on a déjà vu l'introduction. Donc aujourd'hui on va faire toute la suite du chapitre, comme ça vous aurez tout l'ensemble. Et si jamais il y a des questions, vous pourrez vous rapprocher de Monsieur Petitjean, je crois que c'est lui qui vous a maintenant cette semaine. Ou alors vous m'envoyez un message, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ici, on va donc travailler sur les attentats du 11 septembre 2001. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé en cours, enfin en cours virtuel par le CNED, et on avait regardé justement une petite vidéo pour vous souvenir de ce que c'était et de tout ce que ça avait engendré ces attentats. Donc problématique, en quoi les attentats du 11 septembre 2001 ont-ils remis en question l'hégémonie américaine? Rappelez-vous, le mot hégémonie vient de hégémon, donc supérieur. Voilà. C'est parti. Donc, question 1, document 1. Quel symbole américain les terroristes ont-ils visé? Donc, je lis info. Le 11 septembre 2001, le réseau terroriste Al-Qaïda frappe les États-Unis en plein cœur. En plein cœur. 3 avions s'écrasent sur le World Trade Center, quartier des affaires de New York, et sur le Pentagone, ministère de la Défense, à Washington. Les attentats font environ 3000 victimes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'ils ont voulu, en effet, attaquer comme symbole américain? C'est assez facile, bien entendu. Ils ont voulu viser les symboles de la puissance américaine au niveau économique et militaire. Donc, je lis, les terroristes islamistes ont visé les symboles de la puissance américaine, c'est-à-dire les symboles de la puissance économique avec le World Trade Center, qui est en fin de compte le quartier des affaires de New York, et les symboles de la puissance militaire avec le Pentagone, qui est le ministère de la Défense. Question 2. Montrez que l'attentat du 11 septembre 2001 est bien un événement mondial. Vous regardez le document 2 ici. Le document 2 est écrit en français. C'est Courrier international. Pourquoi? L'incompréhension face au terrorisme. Donc en fin de compte, en quoi est-ce que c'est un événement mondial? Tout simplement que c'est si les États-Unis peuvent être attaqués, n'importe qui peut être attaqué. D'accord? Et c'est justement ce qu'ont recherché les terroristes. Donc en effet, le 11 septembre est bien un événement médiatique mondial. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire et est un immense traumatisme pour les États-Unis et le monde entier. Question 3. Comment les États-Unis ont-ils choisi de commémorer les attentats dans la ville de New York? Document 1. Un mémorial et un musée pour se souvenir. Le musée a pour objectif de raconter l'histoire du 11 septembre. Sont exposés par exemple des restes des structures des tours du World Trade Center. On peut voir notamment l'impact de l'un des 2 avions sur une poutre métallique. On entend des conversations entre sauveteurs, des appels d'urgence passés par les gens qui étaient coincés dans les tours. Et puis, beaucoup d'objets personnels, des sacs, des portefeuilles, dont le contenu a été étalé et qui sont comme une fenêtre sur la vie de quelques 3000 victimes. L'idée, c'est d'humaniser les attentats du 11 septembre. Ce sont des images qui ont été vues, il faut le rappeler, par 2 milliards de personnes à travers le monde. C'est l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire de l'humanité. Au niveau de l'image ici, donc on vous présente le mémorial national du 11 septembre, qui est donc construit sur Ground Zero, nom donné à l'ancien emplacement des tours jumelles du World Trade Center après les attentats. Il a donc été inauguré officiellement en 2014. Document 4. Les États-Unis, 10 ans après. Une foule immense était massée autour du site, agitant pour certains des drapeaux américains, afin de suivre la cérémonie retransmise sur un écran géant et écouter la lecture des noms des quelques 3000 personnes décédées dans les attentats. La journée a également été marquée par la crainte de voir les cérémonies ternies par un nouvel attentat, dont l'éventualité a été révélée jeudi soir. D'après la secrétaire d'État Hillary Clinton, cette menace émanerait d'Al-Qaïda, 4 mois après la mort du chef de la nébuleuse islamiste, Oussama Ben Laden, tué au Pakistan par un commando américain le 2 mai. Grâce aux efforts sans relâche de notre armée, de nos services de renseignement, de nos forces de l'ordre et des membres de la sécurité intérieure, il n'y a pas de place au doute. Aujourd'hui, l'Amérique est plus forte et Al-Qaïda se dirige vers la défaite, a répondu samedi Barack Obama dans son allocution hebdomadaire à la radio et sur Internet. Donc, quelle est la réaction des États-Unis? On voit une réaction qui se passe de 2 manières. D'accord? Tout d'abord, en effet, ils ont choisi de commémorer les attentats de 2 manières. D'un côté, le mémorial et un musée. Le mémorial, qui est donc composé des 2 bassins carrés rappelant les tours jumelles du World Trade Center, sur les murs desquels sont inscrits les noms des victimes des attentats. Et le musée, qui est situé en grande partie sous le mémorial, dont l'inauguration a eu lieu en 2014 et qui raconte le déroulement des événements à travers les traces laissées par les victimes. Question 4. Quelle a été la réaction des États-Unis face aux terroristes?
Donc, document 4, on l'a déjà lu. Donc, vous voyez une réaction qui a été militaire. Les États-Unis ont réagi en traquant et en assassinant Osama Ben Laden 10 ans après les faits, ce qui montre la détermination des États-Unis dans sa lutte contre le terrorisme international. La réaction des États-Unis est donc à la fois une réaction militaire avec la guerre en Afghanistan et en Irak, ainsi que la traque de Ben Laden et une entreprise de commémoration avec le site de Ground Zero, qui permet à la nation de se recueillir et de montrer son unité face aux attaques qu'elle a subies. Trace écrite donc. Après la chute du bloc communiste en 1991, le monde semble dominé par une seule superpuissance, les États-Unis. Le monde est passé d'une organisation bipolaire comprenant le bloc soviétique dirigé par l'URSS et le bloc occidental dirigé par les États-Unis à une organisation unipolaire. Les États-Unis dominent scientifiquement, militairement, économiquement et culturellement. Ils apparaissent bien, au vu de leur puissance militaire, comme les gendarmes du monde. Leur puissance s'appuie sur un important hard power, c'est-à-dire sur des moyens militaires et économiques leur permettant d'intervenir partout dans le monde. Ils disposent également d'un soft power complet, c'est-à-dire d'une influence culturelle et idéologique mondiale. La suprématie des États-Unis est fragilisée par les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center et Washington, revendiqués par le groupe terroriste Al-Qaïda. Les Américains sont attaqués sur leur propre territoire pour la première fois. En réaction, ils décident d'intervenir militairement en Afghanistan en 2001, pays qu'ils suspectent d'être la base des talibans à l'origine de l'attentat. Ils interviennent aussi en Irak en 2003, qu'ils suspectent de posséder des armes de destruction massive. Or, l'intervention en Irak divise le monde entre ceux qui croient au bien fondé de cette démarche et ceux qui mettent en avant l'intérêt des États-Unis d'attaquer un pays riche en ressources pétrolières. D'autant plus que, sûrs de leur suprématie militaire, les États-Unis se sont passés de l'accord de la communauté internationale en ne tenant compte ni de l'opposition de l'ONU, ni de celle d'États comme la Russie ou la France. L'intervention unilatérale des États-Unis est donc très critiquée par la communauté internationale, d'autant plus que l'intervention militaire n'a pas permis de stabiliser l'Irak et l'Afghanistan, qui sont aujourd'hui des États très instables encore. Définition de hard power et de soft power. Donc hard power, ou puissance coercitive ou encore puissance dure, désigne la capacité d'un État à influencer le comportement d'autres États à l'aide de moyens militaires et économiques. Soft power, le soft power ou la puissance douce, est la capacité d'un acteur politique d'influencer indirectement le comportement d'autres acteurs à travers des moyens non coercitifs, culturels ou idéologiques. Grand B, la guerre en Afghanistan. Donc, vous voyez, on fait un zoom là, justement, au niveau de la réaction de l'Amérique face au 11 septembre 2001 qu'on a vu avant. Donc, la guerre en Afghanistan, une guerre internationale qui durera de 2001 à 2014. On va donc se demander pourquoi et comment les États-Unis et leurs alliés interviennent-ils en Afghanistan. Et on va donc travailler avec votre livre, page 144-145. Voilà. Vous irez donc voir également la vidéo de Lina là-dessus, histoire de vous remettre un petit peu en tête ce qui s'est passé. Alors, petit rappel, voilà où se trouve l'Afghanistan, pour ceux qui ne savaient pas. J'extrais et je confronte des informations pertinentes pour répondre à des questions. Question 1. Quelles sont les causes de l'intervention américaine en Afghanistan? Document 1. La réaction des États-Unis aux attentats du 11 septembre. Les éléments de preuve que nous avons rassemblés désignent tout un réseau d'organisations terroristes liées entre elles, connues sous le nom d'Al-Qaïda, fermer immédiatement et de façon permanente tous les camps d'entraînement terroristes en Afghanistan, livrer aux autorités américaines tous les dirigeants de l'organisation d'Al-Qaïda qui se cachent sur notre terre. Donc c'est George Bush qui s'adresse ici aux talibans. À partir de maintenant, chaque pays qui continue d'abriter ou de soutenir le terrorisme sera considéré par les États-Unis comme un régime hostile. Ce soir, à quelques kilomètres du Pentagone, j'ai un message pour nos soldats. Tenez-vous prêts. J'ai demandé à nos forces armées de se tenir en alerte et il y a une raison. L'heure arrive où l'Amérique va agir et nous serons fiers de vous. Donc, discours de George Bush, président des États-Unis de 2001 à 2009, devant le Congrès américain le 20 septembre 2001. Chronologie, rappelez-vous. 1996, arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan. 2001, attentat d'Al-Qaïda contre les États-Unis, intervention militaire en Afghanistan de l'OTAN autorisée par l'ONU. 2004, élection d'un nouveau président afghan, Hamiz Karzai, soutenu par les États-Unis. 2014, retrait des troupes de l'OTAN. 2015, les talibans contrôlent encore de grandes parties du territoire. Les États-Unis conservent des troupes sur place. Alors, quelles sont justement les causes de l'intervention américaine en Afghanistan? Je pense qu'elles sont assez claires. Vous voyez une réaction directe.
Ici, dans son discours, Bush accuse avec raison les talibans au pouvoir en Afghanistan d'avoir abrité les camps terroristes d'Al-Qaïda. Il annonce que justice sera faite et que l'Amérique va agir, ce qui explique l'intervention qui suivra. Ils ne peuvent pas laisser passer. Question 2. Documents 2 et 3. Les États-Unis sont-ils le seul pays impliqué en cette guerre? Identifiez les acteurs de ce conflit. Regardez un petit peu la carte. Une coalition internationale. Donc là, rien qu'avec le titre, vous avez déjà compris là, au niveau de la réponse. Donc à son apogée, la coalition internationale compte plus de 130 000 hommes provenant de 51 pays membres et partenaires de l'OTAN. Voilà. Donc vous voyez bien que ce n'est pas que les États-Unis en fin de compte qui jouent là-dedans. C'est tout un ensemble. Voilà. Dont nous. Donc en effet, cette guerre a un caractère international. La FIAS, Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan, est composée de troupes issues de 51 États membres de l'ONU, dont les effectifs s'élèvent à 130 000 au plus fort de l'intervention en 2011. C'est l'OTAN qui dirige les opérations, mais tous les pays impliqués n'en font pas forcément partie. Question 3. Quels sont les objectifs militaires et politiques des États-Unis et de leurs alliés? Alors le document 1, on l'a déjà lu. Là-dessus, on va rajouter le document 4 et 3. Donc document 3, on l'avait déjà vu juste avant. Donc ici, nous avons une photographie qui nous montre l'intervention militaire en Afghanistan. Des soldats de la coalition internationale coopérant avec un chef de la police afghane. Document 4, élection présidentielle en 2014. En 2014, en effet, les Afghanes et les Afghans participent pour la troisième fois depuis 2004 aux élections présidentielles. Donc justement, quels sont les objectifs militaires et politiques des États-Unis et de leurs alliés? Je pense que c'est assez clair. Hein. On vous parle d'élections, d'accord? Donc on veut vraiment mettre en place une forme de démocratie où le peuple va vraiment choisir et pas du terrorisme ou une dictature en tout cas. Donc les objectifs politiques des États-Unis et de leurs alliés sont la reconstruction démocratique du pays, peut-être même la question des droits des femmes en Afghanistan, puisqu'on voit ici qu'elles votent. Les objectifs politiques sont le développement de la sécurité du pays qui passe peu à peu sous le contrôle des autorités afghanes alliées aux États-Unis. Document supplémentaire, regardez un petit peu la caricature que je vous ai mis ici. Alors, regardez un petit peu, qu'est-ce qui est dit dans les bulles? C'est intolérable, c'est navrant, c'est désolant, c'est insupportable, c'est déchirant, c'est terrible, c'est poignant, c'est affreux, c'est odieux, c'est atroce, c'est infernal. Conflit du Proche-Orient, l'ONU prend les choses en main. De quoi est-ce qu'on se rend compte? En tout cas, ils sont pas d'accord avec ce qui se passe, on est d'accord, mais est-ce qu'ils prennent vraiment les choses en main? D'accord. Donc, où se déroule cette scène? À l'ONU, c'est clair. Quel est le rôle de l'ONU dans le monde? Vous le connaissez maintenant, j'espère. C'est bien de maintenir la paix dans le monde. Vous remarquez les palmes justement derrière. Comment l'ONU compte-t-il prendre les choses en main en ce qui concerne le conflit au Proche-Orient d'après cette caricature? Il se désole oralement, c'est tout, rien n'est décidé ici là. Hein. Que dénonce donc cette caricature? L'impuissance de l'ONU actuellement dans le règlement du conflit au Proche-Orient. Beaucoup de blabla, pas beaucoup d'action parce que justement ils sont impuissants, ils sont coincés. Donc trace écrite. De nombreux conflits subsistent encore aujourd'hui. Ils ont ressurgi à l'occasion de la dislocation de l'URSS et à la fin de la guerre froide. Beaucoup sont localisés au Moyen-Orient. Le conflit le plus connu est le conflit israélo-palestinien. Il désigne le conflit qui oppose les Palestiniens et l'État d'Israël. Il débute en 1948 lors de la création de l'État d'Israël sur le territoire palestinien par l'ONU. Cette décision est immédiatement suivie par la première guerre israélo-arabe. La région voit l'exode de nombreux Palestiniens fuyant le conflit et l'arrivée de réfugiés juifs, chassés par les pays arabes aux alentours d'Israël. Le problème se cristallise aujourd'hui sur la question du partage du territoire. Mais le Moyen-Orient n'est pas que lié à Israël, c'est une zone très large et très instable, dont les réserves pétrolières et le passage maritime du canal de Suez constituent des enjeux économiques majeurs au niveau mondial. L'OTAN est même intervenue pour libérer le Koweït de l'invasion irakienne en 1991, avec donc la guerre du Golfe. L'instabilité de la région est renforcée par la présence de groupes islamistes radicaux. C'est le cas d'Al-Qaïda à l'origine de l'attentat du World Trade Center qui a eu pour conséquence l'intervention des États-Unis en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003. De plus, l'État islamique s'est imposé sur un territoire à cheval sur la Syrie et l'Irak, à partir duquel il pilote des attaques terroristes comme celle de Paris en 2015. Regardez un petit peu la carte. Ici, voilà, on vous présente justement les différentes zones de conflit. Et comme par hasard, vous voyez bien que ces zones de conflit se placent également autour des pays exportateurs de pétrole. D'accord? Et là où c'est extrêmement grave, c'est que vous voyez également que dans l'eau, il y a des pays qui ont l'arme nucléaire. Donc ça veut dire qu'il y a bien une menace planétaire.
Définition Al-Qaïda, réseau terroriste islamiste créé par Oussama Ben Laden dont le but est la création d'un État islamique et l'affaiblissement des puissances occidentales par des attentats meurtriers sur leur sol. Terrorisme, ensemble des actions violentes, attentats, assassinats, etc., visant à terroriser la population pour fragiliser un gouvernement, un État. OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, alliance militaire autour des États-Unis signée en 1949. Taliban, membre d'un mouvement islamiste qui dirige l'Afghanistan à partir de 1996, jusqu'à l'arrivée des États-Unis, en 2001. Ils ont donc caché Ben Laden et abrité des camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Voilà. Je vous fais le C et la conclusion dans la vidéo suivante, d'accord? Pas que ce soit trop lourd, quand même. Mais voilà, vous continuez à travailler et si besoin, vous revenez vers moi. Allez, à très vite.